Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Juan Branco qui était l'invité d'Alexis Poulain dans Le Monde Moderne et il va parler de la prochaine élection présidentielle. Écoutez bien parce que c'est fort intéressant. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo et je voudrais vous parler d'un festival, la fête du slip au Moulin Neuf dans le 35, donc pas très loin de Nantes. N'hésitez pas à venir, c'est animé, présenté, organisé par un patriote comme vous et moi, Olivier Deschamps, un homme et un ami que j'ai connu en intérim il y a 1 an et demi avant que je me consacre entièrement à YouTube. C'est dans le même état d'esprit que le canon français et aujourd'hui on en a besoin, il faut qu'on se fédère, il faut qu'on se réunisse pour s'amuser, passer du bon temps, c'est ça aussi, refaire des Français, refaire de la France et refaire vivre l'esprit français. Donc je compte sur vous si vous êtes dans le coin, c'est le 20 juin 2026 à partir de midi et c'est entièrement gratuit. Allez, on écoute Juan Branco et on en parle juste après. Est entré en ordre de marche avec le rapid response, qui a permis de censurer tout un camp politique, d'annuler un premier tour des élections. Et chaque élection, finalement, en Europe, on se dit ça va être de l'ingérence de la Commission européenne via le DSA pour faire en sorte que cette élection soit truquée, soit qu'elle n'ait pas lieu, qu'elle soit annulée. Comment on peut encore croire en l'élection dans ces conditions-là ? Moi, je ne crois pas en l'élection. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer par tous les moyens d'abattre l'ennemi. Donc, il faut qu'on trouve la fonction révolutionnaire, la fonction coup d'État, c'est un des textes de mes livres, et la fonction élective comme autant d'instruments qui visent une même fin. Vous voyez, enfin, il faut qu'on ait tout le panel à disposition et qu'on pousse dans tous les sens. L'objectif à travers l'élection présidentielle, c'est d'obtenir la possibilité de faire un coup d'État légal. Pourquoi ? Parce que l'article 11 de la Constitution sur le référendum permet de faire adopter des mesures très difficiles à faire adopter dans un régime parlementaire où il faut négocier avec les autres forces politiques, etc. Là, vous arrivez avec la légitimité de votre élection, vous proposez au peuple français d'adopter la sortie de l'Union européenne, l'OTAN, le RIC et tout ça, et ils vous suivent. Ok, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, il n'y a pas de négociation préalable à avoir avec 40 000 acteurs politiques de deuxième plan qui veulent chacun leur petite part du gâteau. Donc il y a quelque chose de fondamentalement transgressif dans la fonction présidentielle. Et l'idée, c'est à un moment donné de faire consacrer cette verticale qui amène directement à rendre le pouvoir au peuple, sans avoir à en passer par toutes ces intermédiations. Sinon, on aurait créé un parti politique qui serait présenté au municipal, qui serait présenté au régional, au départemental, au sénatorial, etc. Okay. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on entame une dynamique, un rapport de force, avec d'un côté les forces institutionnelles et oligarchique nationale, donc c'est deux choses. D'abord, ça va de l'ARCOM aux différentes institutions judiciaires et autres qui sont toutes en fait orientées pour à un moment donné vous faire trébucher, voire tomber, premier point. Et deuxième point, les forces oligarchiques, donc c'est-à-dire les intermédiaires qui donnent de la visibilité en temps normal. Donc jusqu'ici, c'était la radio, la télé, tous ces médias qui ont été rachetés par, et la presse évidemment, qui ont été rachetés par Saadé, Drahi, Bolloré, etc. Okay. Première partie de l'obstacle. Deuxième partie de l'obstacle, c'est celle dont vous parlez, c'est l'ingérence étrangère. L'ingérence étrangère, elle vient de partout. Elle vient principalement des États-Unis, en réalité. La Commission européenne n'est qu'un sas supplémentaire dans cette dynamique de contrôle. Moi, je vous donne un exemple. J'ai représenté Nathalie Yamb, qui est une intellectuelle panafricaniste, qui a été suspendue qui a été sanctionnée par l'Union européenne et qui n'a plus accès à ses avoirs, qui ne peut plus voyager dans son pays d'origine, la Suisse, parce que la Suisse est enclavée au sein de l'Union européenne. Comme Jacques Beau. Elle était avant Jacques Beau. C'est ça, c'était quelques mois avant. Et elle était au Kenya quand elle l'apprend. Il n'y avait pas eu de contradictoire. Du jour au lendemain, elle ne peut plus rentrer chez elle. Elle est bloquée depuis des mois dans cette situation-là. Donc des dynamiques comme celle-ci, elles sont importées des dynamiques américaines. C'est ces sanctions qui ont été inventées par les États-Unis qui font que sur une simple décision administrative, tout d'un coup, votre vie est mise à bas. Et donc, évidemment, ça existe et ça a un poids. Mais la grande question, au-delà de ça, c'est la question algorithmique. La question de la visibilité sur les réseaux. Et cette visibilité, elle est nourrie par deux facteurs. D'abord, il y a l'algorithme sec. Honnêtement, à l'instant T, j'ai l'impression qu'ils ont ajusté, que c'est à peu près stable. C'est-à-dire qu'ils ont fait toute une série de modifications qui ont été très nuisibles ces dernières années. Ils ont atteint une forme de plateau qui fait que
les paramètres sont à peu près connus. Or, c'est très important de connaître les paramètres, parce que quand bien même il y a des effets de censure, d'invisibilisation, il y a toujours aussi des façons de contourner, de jouer. Mais si ça change en permanence, par exemple, on s'épuise. On voit l'importance qu'a Facebook pour le mouvement des Gilets jaunes, avec tous ces groupes qui s'étaient créés. Aujourd'hui, ce serait impossible. Immédiatement, il y aurait une raid alerte et on dirait « coupez-moi ça immédiatement ». Et c'est drôle parce que c'est là où ça se croise avec les dynamiques capitalistes de ces grandes institutions. C'est-à-dire que ce n'était pas pour des raisons politiques qu'ils avaient fait ça, enfin qu'ils avaient favorisé à ce moment-là indirectement le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. C'était parce que Facebook faisait face à une crise de croissance et avait besoin d'accroître la consommation interne de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne restaient pas assez longtemps sur Facebook et partaient ailleurs. Et donc, ils ont survisibilisé algorithmiquement les groupes, en effet, et les lives. Bon, c'est exactement les outils dont sont saisis les Gilets jaunes pour... Mais ce qui pourrait pas être possible voilà. vu les lois actuelles. Et c'est ce qui explique aussi la fébrilité de vouloir censurer les réseaux sociaux, les interdire aux moins de 15 ans, faire en sorte qu'il y ait des contrôles accrus. Maintenant, c'est les VPN qui sont quasiment ciblés, menacés, comme en Russie. Oui, et ils veulent faire des DPI, c'est-à-dire en fait, ils veulent installer des bornes. Là, ils sont en train de proposer qu'on installe des bornes à l'entrée des grands nœuds qui font Internet pour pouvoir créer un filtre préalable, c'est-à-dire pour pouvoir intercepter exactement ce qu'a utilisé la Russie là pour censurer Telegram et autres. Et donc, mais en plus, on a un autre problème parce qu'en fait, la stabilité, elle est bonne pour nous parce qu'elle nous permet de savoir comment est-ce qu'il faut ajuster le tir, mais elle est mauvaise aussi parce que dès le moment que les paramètres sont connus, eh bien, vous avez la logique capitalistique qui revient, c'est-à-dire que plus on a d'argent, plus on peut se payer les services de gens qui savent comment surfer sur ces algorithmes, puisqu'ils sont stables. Vous voyez, là où c'était avant un Far West un peu amateur, où la personne la plus agile, la plus vive peut court-circuiter tout le monde, ça s'institutionnalise. Et donc, je vais vous donner un exemple. Gabriel Attal, qui a 40 millions d'euros avec le parti Renaissance, au-delà de tous les appuis dont il peut disposer, eh bien, son deuxième poste de dépense déjà est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, ils comprennent qu'avec l'argent, ils peuvent compenser le fait qu'ils n'ont pas de charisme, d'intelligence, de savoir et pas de militants. C'est une coquille vide qui ne fonctionne pas. Alors, c'est là où ça devient intéressant parce que d'un côté, ils veulent censurer les réseaux sociaux et en même temps, Gabriel Attal, c'est une star de TikTok. Comment on explique ça, justement ? C'est très simple. En fait, il y a deux facteurs. Donc, déjà, Gabriel Attal a été avec Jordan Bardella, celui qui le premier a compris qu'il fallait jouer du double jeu des influenceurs et du réseau social particulier qui était TikTok. Il a aussi un peu tenté Biril, Snap et tout ça, mais TikTok principalement, et comme Bardella, en surfant sur les trends. Donc en fait, ils ont une double stratégie. Gabriel Attal, très tôt, a payé des influenceurs via l'État pour faire la propagande, sa propagande à lui, mais en prétendant faire la propagande de mesures du gouvernement. Par exemple, pour le SNU, il a payé Thibaut InShape. Et il a fait ça avec des dizaines d'influenceurs. C'est un peu l'école Marlène Schiappa. C'est ça, qui avait fait la réunion des influenceuses. Sauf qu'il l'a fait de façon beaucoup plus subtile, parce qu'il est un peu plus malin quand même que Marlène Schiappa, il faut lui reconnaître ça. Et donc, de façon sous-jacente, il a réussi à pénétrer. Mais là encore, vous regardez sur Instagram, il y a des vidéos encore avant-hier d'un influenceur qui l'a imité, qui a fait 2 millions de vues. C'est-à-dire, et Gabriel Attal est mort de rire devant lui. Et en fait, c'est quelqu'un qui l'approche, à qui il propose un partenariat, qui le finance, et qui lui permet en fait d'accéder à des publics qui sont complètement déconnectés du politique et qui voient passer dans les feeds. Voilà. Sous le côté, il est sympa, il rigole, il est jeune. Et la stratégie, je pense, c'est... je pense qu'il avait compris qu'il fallait qu'il fallait construire sa campagne en 2 temps, sa carrière politique en 2 temps. D'abord, la notoriété, et ensuite les propositions et l'identité politique. Donc d'abord la notoriété qui fait pression sur la classe politique traditionnelle, qui n'a pas ses instruments, qui ne sait pas comment les utiliser. Et puis dès qu'il arrive, par exemple, ministre de l'Éducation nationale, bam, la baya. Vous voyez, il crée un clivage qui va tordre l'espace politique. C'était quand même une opération montée à l'Élysée, où on avait utilisé Attal en disant tiens, tu vas marquer médiatiquement. Mais il a incarné. Oui, c'est ça. Il construit en fait. T'es jeune, mais t'es de droite, tu vois. Il faut le projeter. Oui, mais voilà, on projette et on va en faire l'élément fort de notre gouvernement. Ouais. Et à partir de là, on repart sur une. Et Macron l'a aidé en le nommant Premier ministre aussi. Enfin, il y a quand même un travail de construction. Et Brigitte Macron. Non, mais tout est fabriqué. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que. Certes. Tout est fabriqué, mais cela fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit les vidéos, ce que fait la communication de Gabriel Attal, touche un public qui n'est pas politisé. Oui, mais qui vote. C'est cette phrase-là qu'il faut retenir. Mais qui vote. On se demande souvent pourquoi, surtout nous, comment se fait-il
que les Français votent pour telle ou telle personne. Comment se fait-il que ce mec-là soit élu? Tout simplement parce que la plupart des gens qui votent pour ces mecs-là ou pour un Gabriel Attal s'intéressent pas à la politique. Des gens comme nous, on est très peu. On est extrêmement peu à nous intéresser. Nous, forcément, quand on voit Attal, on y voit tout de suite un produit fabriqué. Quand on voit son lancement de campagne présidentielle là dans un village français, on voit bien que c'est de la com, que c'est fabriqué. On le sait. Mais le grand public qui passe sa vie sur TikTok, qui passe sa vie à regarder des vidéos courtes sur son téléphone toute la journée, des vidéos de 1 minute, lui, ce qu'il recherche, c'est se remplir par de l'amusement, par des vidéos chocs. Et lui, ce qu'il voit, c'est un jeune, Gabriel Attal, quasiment du même âge qu'eux, de la même génération, qui se marre, qui est cool. Et au moment de voter, c'est plus sympa de voter pour un mec cool, non? Que pour un mec assez strict qui te parle politique, du monde, de la guerre. Non, Gabriel Attal. Et Gabriel Attal, pour nous, ça nous semble invraisemblable. On se dit, mais non, mais les Français ne vont pas se faire avoir. Les Français ne vont pas voter pour lui. Il n'a aucune chance d'être président. Ouh là là, calmez-vous. Je vous vois venir, en tout cas certains. Il a toutes les chances d'être le prochain président de la République. Surtout qu'il est propulsé par Macron. Macron déteste Édouard Philippe. On le sait depuis le départ. Il le déteste. Et donc, si Gabriel Attal, tout d'un coup, se présente, se déclare, c'est pas pour rien. Il est surtout très ami avec Brigitte Macron, alias Jean Mich. Et on le sait, c'est elle qui porte la culotte. Ce qui veut dire que l'Élysée va, en tout cas, a les moyens de propulser et d'aider Gabriel Attal pour la course pour 2027. Et n'oubliez jamais, nous avons la news d'une enquête sur Édouard Philippe. 3 jours après, Attal se présente à l'élection présidentielle. Est-ce que vous croyez au hasard? Non, à ce niveau-là. À ce niveau-là, il n'y a pas de hasard. Donc tout est fait pour torpiller Édouard Philippe et projeter le gamin, bien sûr, Gabriel Attal. Parce que en France, aujourd'hui, tout est possible. Même mon chat pourrait devenir président si, avec une bonne communication. J'aimerais revenir sur un dernier point. Il dit ça ne sert à rien. La victoire, le changement ne passera pas par l'élection. Je suis entièrement d'accord avec lui. Alors, pourquoi il se présente ou les autres se présentent? Il y a peut-être un petit argument, n'oubliez jamais. Bien souvent, on va vous dire, et ils vont vous dire, si on ne fait pas 5%, on ne sera pas remboursé. C'est à moitié vrai. Imaginez que vous vous présentez à l'élection présidentielle. Vous réussissez à faire 0,81%, moins de 1%. Eh bien, vous allez toucher de manière automatique 800 000 euros. Je m'explique, s'il y a au moins 10 personnes qui votent pour vous, vous allez pouvoir toucher automatiquement par l'État de 800 000 euros d'argent public. Donc si vous êtes capable de faire une campagne au rabais et de faire attention à l'oseille utilisée en plus des dons que vous allez recevoir de vos sympathisants, vous allez quand même récupérer 800 000 euros d'argent public. Alors oui, c'est vrai, il faut en même temps que certains se présentent pour faire entendre notre voix. Oui, je comprends et j'entends l'argument. Le seul problème, les amis, n'oubliez jamais, peu importe qui se présente, notre voix ne sera jamais étendue parce qu'elle est étouffée automatiquement par le système qui a verrouillé bien sûr l'élection présidentielle depuis bien longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.